Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googlet. La chaîne de Googlet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis de tout ce qui en découle. Aujourd'hui, une discussion préélectorale. Les sondages, est-ce que c'est encore quelque chose qui est valable? On passe à l'intro. Bonjour à tous sur la chaîne de Gogoulet. Ce coup-ci, bonne saison 6 à tous. C'est le premier épisode officiel de la saison 6. On a eu des petits problèmes techniques lors du dernier. En discussion aujourd'hui avec Michel Bouchard. Merci encore de m'accompagner pour une autre saison. Ben, merci à toi de m'accueillir pour une autre saison, Jean-François. Ben, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Surtout aujourd'hui, ben, on te sort un peu de ton élément. Je sais que c'est quelque chose que tu t'aimes moins, tu maîtrises moins ou qu'on est moins sûr comment ça peut fonctionner. Ouais, j'utilise Mais beaucoup ça moins que toi. Là. Ben, on va en parler. on va en parler. Les fameux sondages. Bon, comme on disait lors du dernier épisode, ben, l'épisode 6, au Québec, présentement, 26 août 2022, on est en période préélectorale. Les élections vont être officiellement lancées dans les prochaines heures, dimanche. Donc, le 28, on devrait avoir là, les élections qui vont être déclenchées au Québec. Je voulais, au cours des prochaines semaines, être capable de faire des liens avec l'environnement politique, l'environnement technologique, où on en est. Comme je discutais lors du dernier épisode, ben, on a même déjà des théories qui sortent, des problèmes qui ressortent de DGEQ, donc le directeur général des élections du Québec, qui commence à paniquer, puis qui sort un peu, en fait des sorties publiques en disant que ce qui se passe présentement avec certains partis, c'est pas légal au point de vue des différentes publicités. On est dans cet environnement-là. Tout ça tourne autour des communications puis du marketing. Aujourd'hui, je voulais voir avec toi un des grands problèmes qu'on a vécu dans les dernières années. Ben, ça, on peut remonter jusqu'à 2016. Là. Les fameux sondages. Ouais. Bon, faire une entrée en matière rapide, on sait que bon, les sondages, entre autres les sondages politiques, ont été critiqués dans les dernières années parce que bon, mais ça crée des attentes, ça crée certaines problématiques, et puis pendant plusieurs années, ben, les sondages ont quand même été assez efficaces, avec quand même là, un taux de réussite au niveau des données qu'ils apportaient qui était quand même très bien. Mais est arrivée l'élection de Trump, puis là, on dirait que tout d'un coup, du jour au lendemain, tout ce qui était sondage, ben, c'était plus bon. C'était pas la bonne affaire. C'était pas la bonne chose qu'il fallait faire. Où on en est avec ça? Qu'est-ce qu'il y en est de ces sondages-là? Michel, où est-ce que tu en es, toi, avec des sondages? Tu sais, je vais en utiliser pour de la satisfaction de Oui. clientèle. J'en consulte évidemment pour tout ce qui est bon, tu sais, tendance et compagnie, qui intéresse les gens. Euh, mais quelque chose que j'ai lu en fait en préparation de ton podcast que je trouvais bien intéressant par rapport au sondage, c'est l'élection va te donner la décision qui a été prise par une tranche de la population, parce que c'est quoi, mettons 40 à 60% des gens qui vont aller voter peut-être. Alors que le sondage va probablement te donner l'opinion de cette même population-là, mais pas nécessairement du même groupe qui va être allé voter. Fait que, comme si le sondage était un meilleur pouls pour l'opinion des gens, les tendances, des choses comme ça, alors que le sondage l'acte d'aller voter va te donner une autre information. Fait que je trouve ça intéressant parce que ça nous amène à penser peut-être que les sondages avaient pas tort, mais que la réalité s'est passée simplement autrement que la manière dont les sondages ont été faits. Bon, je te cacherai pas que moi, c'est un outil que j'utilise à la pelletée. J'ai énormément de contrats ou de demandes qui passent par là. Bon, oui, entre autres pour la satisfaction, mais aussi pour des études de marché, Ouais. pour du contrôle d'information, pour du contrôle de qualité, pour de la gestion de communication, pour voir où on en est, puis qu'est-ce qui est bien établi, puis qu'est-ce qui l'est moins. Donc, les sondages, je les utilise à la pelletée. Euh, je trouvais ça important de faire ça aujourd'hui, ce podcast-là, parce qu'il y a un clivage. Il faut faire la distinction entre les sondages politiques, Ouais. puis les sondages au niveau justement du marketing, puis du monde des affaires. Mhm. Il y a certains points, il y a certains vases communicants, mais pas au complet. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir regarder, puis on va pouvoir se questionner. Bon.
première des choses, comment être capable de faire la différence? Un sondage qui est très émotif, comme un sondage politique, qui est calqué sur les valeurs profondes, c'est une chose qui est quand même plus complexe à mesurer. Donc, première des affaires. Deuxième chose, c'est aussi ce type de sondage-là, c'est des sondages qui sont faits généralement bénévolement par les différentes personnes qui veulent bien répondre. Traditionnellement, les personnes qui vont répondre à ce type de sondage-là, puis à ce type d'information-là, mais c'est souvent des personnes qui ont un niveau d'éducation un peu plus élevé, qui ont du temps à y consacrer, qui ont déjà un intérêt pour la politique, pour des enjeux sociaux, des enjeux académiques, donc un peu cet univers-là. Donc, si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, mais c'est en partie ça. C'est que l'échantillonnage des différents sondages n'était pas assez vaste pour être capable d'aller mesurer vraiment les intentions de vote de tous et chacun. Ça, c'est un des premiers éléments. Il y a le deuxième élément aussi que faut pas oublier que le système électoral américain est un peu différent de ce qu'on vit, entre autres, nous, au Canada. Ben, c'est parce que on faut pas oublier que c'est pareil Hillary Clinton qui avait gagné le vote populaire. Par contre, de par la structure que c'est fait, de par la structure politique puis de la hiérarchie politique, ben, c'est au nombre de votes, au nombre de personnes élues que le président a pu être porté justement victorieux. Mais tout ça est plus difficilement mesurable. Ouais. Donc, il n'était pas dans le champ complètement. Il était perdu, oui, mais il n'était pas dans le champ complètement. Par contre, les sondages dans une optique de produits, d'études de marché, de validation d'informations, on peut réussir à s'en sortir quand même de manière très intéressante. C'est encore valable, c'est encore utilisé, il n'y a pas trop de problèmes. Là où il y a un danger, c'est si notre sondage est trop calqué sur un environnement émotif. Ouais. Est-ce que tu as aimé le produit que je t'ai donné? Et là, les personnes ont tendance à répondre, mais à répondre selon ce qu'ils vont penser que la personne qui va avoir le sondage va aimer recevoir. Et c'est là, ces zones grises-là qu'il faut complètement éliminer là, des différentes discussions qu'on a, puis des différentes questions qu'on va aller poser justement dans les sondages, parce que ça peut teinter l'environnement puis le type de réponse qu'on va avoir. Tu sais, je te donne quelque chose, Michel, je te dis, je te donne un cadeau à Noël. Tu vas-tu me dire, voyons, Jean-François, c'est bien dégueulasse ce cadeau-là, je veux absolument rien savoir de ça. Ben, moi, peut-être, mais... non, mais tu sais, je comprends ce que tu dis, puis il y a même certains sondages auxquels j'ai déjà répondu qui te permettaient de revenir en arrière. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu réponds, tu te rends compte qu'il te bloque, ben, tu reviens en arrière, tu changes ta réponse, puis tu peux continuer. C'est ça. C'est ça, c'est à un moment donné, comme tu dis, l'émotion vient teinter, puis l'impression qu'on va laisser aussi. On a peut-être même des fois l'impression que notre récompense va être meilleure. Tu sais, le petit coupon rabais qu'ils veulent nous offrir, qu'ils nous ont dit qu'ils allaient nous offrir, ou notre chance de remporter le prix qui est annoncé augmente si on répond avantageusement. Alors, c'est pas tout à fait le cas. Mais c'est ça, c'est biaisé quand même, là. Oui, c'est très biaisé. Puis tout ce qui a attrait au côté émotionnel, ben on vient jouer justement avec un côté qui est moins facile à mesurer. Et puis surtout où un des problèmes qu'on va avoir, c'est que les gens ne seront peut-être pas capables de s'identifier à une réponse ou à une autre. Puis ça vient bloquer certaines personnes. Puis si une personne bloque sur une question, ils font exactement comme toi tu as fait. C'est-à-dire retourner en arrière pour changer, pour être capable d'évoluer sa réponse, travailler avec une sémantique différente. Ouais. Ou, encore pire, commencer à donner des notes plus neutres pour essayer justement de passer à travers le sondage le plus rapidement possible sans qu'on ait besoin de passer trop de temps à expliquer le pourquoi on n'aime pas quelque chose tout d'un coup. Non, puis cette question-là, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas satisfait? Je sais pas pour les gens, mais moi, en majorité, quand on me pose cette question-là, je cherche à skipper. Je cherche à ne pas avoir à donner plus de détails. Tu me demandes si je suis content, je te dis non.
je sais pas si ça me tente de rentrer dans tous les détails. Non, c'est ça. Puis c'est tout à fait logique, c'est tout à fait clair. On veut pas se peinturer dans un coin, on veut pas faire de peine. Mais la majorité des gens ne veulent pas faire de peine à une entreprise ou à une autre. Fait souvent, on va essayer de trouver le juste milieu intéressant pour être capable de s'en sortir. D'où le pourquoi, souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui vont gérer leur sondage de la même manière, c'est-à-dire qu'ils vont prendre tout ce qui est positif, puis tout ce qui est mitoyen ou négatif, ils vont mettre ça dans le côté négatif, parce que même si mitoyen, ça laisse place à interprétation. Donc, même si le sondage a un taux de réponse, puis un échantillonnage qui est quand même assez gros, mais ils vont gérer ça, ils vont gérer les données de cette manière-là, justement, pour être capable d'essayer de faire un peu de prévoyance sur le type d'information qu'ils vont recevoir. Études de marché, on en a fait, t'en as fait, on s'est promené beaucoup. Bon, on sait qu'il y a différents marchés, les marchés primaires, les marchés secondaires, les études primaires aussi, les études secondaires qu'on est capable d'aller trouver. Les sondages Un en font bon article partie. là-dessus, hein? J'ai un très bon article sur le gogoulet.com que je vous invite à aller lire. Oui, tout à fait. Ça nous permet de voir justement les études primaires, les études secondaires, de bien comprendre puis de voir l'étendue, jusqu'où on peut jouer avec ces différents sondages-là. Un bon sondage pour toi, Michel, c'est quoi? Pour moi, un sondage qui me prend pas de temps et qui me demande pas d'effort. Pas de temps, c'est quoi? Moins de 10 minutes, là. Un sondage qui me prend 15 minutes au téléphone, là. Non, ça m'intéresse pas. Mais un sondage auquel je peux répondre rapidement, ou tu sais, qui me donne l'impression que je progresse vite. Ouais. Tu sais de quel sondage je vais te parler, là? Le sondage de Dr. Squash sur les prochains produits, il était quand même long. Il y avait beaucoup de questions. Ouais. Je me suis jamais rendu compte du temps que j'ai passé dedans. Parce que de la manière qu'il posait les questions, c'était progressif, évolutif. À mesure que je répondais, il m'ouvrait des différentes portes. Mais en même temps, je me suis rendu compte en y répondant qu'il m'amenait exactement là où il voulait que j'aille. Ouais. Et il n'y avait pas de réponse ouverte comme « T'as-tu aimé l'odeur de tel... » Non, c'est « Qu'est-ce que tu penses de ça? 1, 2, 3, 4, that's it. » Fait que c'est ce genre de sondage-là, je trouve ça efficace pour des entreprises, pour du marketing, évidemment. Là. Pour la politique, c'est autre chose. Mais dans le cas de marketing, c'est ça. C'est un sondage il va me donner le sentiment d'être utile, de participer à la discussion et non pas juste de ramasser de l'information pour que l'entreprise la réutilise. Oui. On voit de plus en plus les barres d'accomplissement, justement, pour voir où on en est rendu dans le sondage, qui sont présents, qui nous permettent justement de voir, de prévoir combien de temps est-ce qu'il me reste, où est-ce que je suis rendu dans le processus. Puis, tu sais, quand on le voit avancer de 1% à tous les coups, on est comme, oh mon Dieu, dans quoi je vais m'embarquer là, tu sais. T'as l'inverse, hein? T'as des sondages qui font ça, que tu réponds à une question, puis là, c'est justement 1% à la fois, puis à un moment donné, t'arrives, puis tu sautes 60% d'une shot. Ouais. Là, tu te dis, qu'est-ce que j'ai mal fait pour sauter autant d'étapes? Là, tu reviens en arrière, puis tu te rends... Non, c'est ça qui se passe. C'est exactement ça. C'est ça. Ce sont des sondages fleuves qu'on va voir qui vont faire ça, dans lequel, pendant qu'on pose les questions, on catégorise la personne, et puis on se ramasse avec des réponses conditionnelles. Donc, si la personne a répondu oui à telle question, ça y ouvre un nouveau côté. Sinon, la personne saute à l'autre étape ou à l'autre question. Ces sondages-là sont quand même importants, sont bien faits. L'échantillonnage de ces sondages-là est ultra important parce que le danger avec ce type de sondage-là, c'est de se ramasser toujours avec le même type de personne qui va répondre. Un peu comme on l'a vu en entrée de jeu, avec le même bagage, donc certaines personnes qui ont un niveau d'aisance avec l'informatique, qui ont le même niveau d'aisance en informatique, qui ont le même niveau d'aisance au point de vue social, qui ont le même niveau de temps à penser, à répondre à ça, qui ont le même niveau d'éducation, fait là, à un moment donné, mon échantillonnage n'est pas si diversifié que ça. Puis ça peut aider pour certaines entreprises, mais de plus en plus, le marketing se fait par segmentation de marché. Puis c'est là où les sondages deviennent importants pour être capable de bien saisir, de bien connaître les différents marchés, pour être capable de pousser l'information, les publicités, les différents efforts marketing dans les bonnes cibles, au bon endroit.
Donc, les sondages, encore très fonctionnels. On est capable là, de faire un paquet de choses avec ça. C'est pas parce que les sondages politiques ont perdu un peu de notoriété au fil des dernières années qu'il faut absolument laisser le sondage de côté. C'est encore quelque chose qui est très fonctionnel à utiliser, puis à mettre de l'avant dans les différentes études que vous voulez faire. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Euh, Question d'ailleurs là-dessus, Jean-François. Moi, j'ai souvent eu l'impression, mettons, là, on rentre en élection. ouais. Euh, je m'arrête rarement sur un sondage. J'aime mieux regarder tu sais, à la fin de la semaine, admettons, l'ensemble des sondages de la Mhm. semaine, qui viennent de différentes sources, pas toujours du même média, juste ou de Ouais. la même compagnie de sondage, pour avoir tu sais, un profil, une agglomération C'est tiens, ça. de résultats différents qui me donne un portrait qui est peut-être pas exactement celui qu'un sondage en particulier a vu. Ouais. Même des fois, on s'entend, là, il y a des sondages qui sont quand même biaisés. Oui. Des sondages qui vont arriver et qui disent non, non, admettons, la droite est majoritaire en ce moment. Mhm. Et un autre sondage dit non, 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 la gauche l'est. Puis là, quand tu fais le mélange de tous les sondages, tu te rends compte beaucoup plus dosé que ce qu'on nous annonçait dans un sondage unique. Là. Mhm. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de cette pratique-là de ne pas s'arrêter à un sondage, mais plutôt de regarder l'ensemble. Des outils actuels comme, bon, on connaît Québec 125, entre autres QC 125, qui est exactement ça, un Ouais. agrégateur qui permet justement l'agglomération des différents sondages, puis qui va faire ses prévisions puis ses mesures, mais pas juste basé sur une firme seulement, qui va aller avec toutes les firmes puis qui va vraiment être en mesure de donner une cote de crédibilité aux différents sondages qui ont été faits pour être capable par la suite de les intégrer à son algorithme pour voir les vraies tendances. Ouais. Donc, Québec 125, au Québec présentement, c'est probablement un de ceux qui a mainmise sur ce type de fonctionnalité-là. Les autres sont encore un peu loin de ça. Puis les médias traditionnels, mais de par leur partenariat politique et ou d'affaires, mais sont pris avec une firme de sondage plus souvent qu'autrement. Donc, on voit là, à ce moment-là des répétitions qui peuvent peut-être justement mener à long terme à un biais social ou un biais qui est énorme puis qui est irrécupérable à ce moment-là. Alors, on a juste à penser à certaines firmes qui ont fait affaire avec l'extrême droite canadienne lors des dernières élections canadiennes qui ont eu lieu l'an dernier. Ben, c'est ça, c'était ce problème-là qui avait été identifié parce que eux se disaient premiers partout, 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 partout. Mais quand Mhm. on a commencé à décompiler un peu les différents sondages, puis qu'on a commencé à regarder les données puis l'échantillonnage, mais c'était toujours les mêmes types de personnes qui faisaient partie de l'échantillonnage. Mais c'est sûr que si on parle toujours à la même base, on demande aux personnes qui vont voir le Canadien au Centre Bell, est-ce que vous aimez être au Centre Bell voir le Canadien? Il y a des chances que ce soit oui en quelque part. Si j'inclus pas des personnes qui sont en région, qui sont plus loin, qui regardent ça à la télévision, qui ont une crainte des foules, qui ont une crainte de la COVID, qui ont une crainte de toutes ces choses-là, ben, c'est c'est cet échantillonnage complet-là qu'on veut être capable de voir. C'est là que Ouais. ça devient intéressant. Oui, ça fonctionne bien. D'où le pourquoi, quand on va faire des sondages au point de vue marketing, au point de vue de communication, entre autres pour essayer de soit identifier une segmentation ou pour bien comprendre le positionnement d'un produit ou d'un service dans le marché actuel, je vais souvent faire une contre-validation. Ça veut donc dire que je vais faire un sondage, ou je vais faire un sondage, dépendamment, euh, dans un secteur donné. Puis par la suite, je vais vraiment faire rouler cette information-là sur les réseaux sociaux. On a des algorithmes, on a des robots, on a des outils qui nous permettent d'être capable de faire de la recherche par mots-clés, puis d'être capable aussi d'apposer une certaine note d'appréciation sur les différents commentaires qui sont laissés sur des mots-clés précis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok. Donc, ça nous permet là, quand même d'avoir une bonne base de notoriété. Fait que ça nous permet aussi de voir certains problèmes ou certaines choses qu'on peut identifier peut-être plus facilement sur les réseaux sociaux que par sondage. Par contre, là, ce qui est à gérer quand on va faire ce type d'exercice-là, c'est est-ce que c'est par
Est-ce que c'est une personne qui a un gros crachoir ou est-ce que c'est vraiment une tendance récurrente ou est-ce que c'est en train de devenir un trend? Donc, c'est ça qui est à bien rechercher et à bien identifier. Ce côté qualitatif puis qualificatif-là va devenir important, mais le côté qualitatif-là va être super important. Je comprends. Donc, cette diversification-là devient quand même intéressante, nécessaire, impressionnante aussi. Ben, tu sais, c'est même pour les études de marché, si on ne s'arrête qu'à une source, même si je prends juste le SEO, là, si je ne m'arrête qu'à une source pour évaluer, mettons, la pertinence d'un mot-clé, Google, oui, prend de la place, mais ça se peut qu'il y ait d'autres sources de données qui peuvent m'en donner de l'information pertinente. Puis, je pense de toute façon, si on ne s'arrête qu'à une source, on fait souvent erreur. Alors que si on en prend plusieurs, ben souvent, on va avoir le portrait. Le portrait un peu plus proche de la réalité. Le portrait réel, je le sais pas. Même en prenant tous les sondages du monde, puis en les mettant en commun, puis en essayant de ressortir une tendance de tout ça, je pense pas qu'on va avoir le portrait réel de la situation, mais le portrait le plus proche de la réalité qu'on peut avoir. Oui, tout à fait. Donc, toi, de ton côté, quand tu veux faire de la contre-validation, justement, c'est quoi les outils que tu utilises? Qu'est-ce que tu fais? C'est une bonne question. Je te dirais, tu parlais des réseaux sociaux, ça peut être une façon de fouiller là-dessus. À plus petite échelle, là, souvent, je le fais en 2 étapes. Il va y avoir l'étape où on va aller sonder un peu plus à large, mais il va y avoir une autre étape où on va peut-être cibler quelques personnes qui ont répondu. Je regarde dans des groupes un peu petits, mettons une centaine de personnes. Puis on va faire une entrevue en 2e étape. Fait que acceptez-vous, admettons, participer à une 2e étape, de venir nous parler, de blabla, de répondre à nos questions, et là, on peut aller un peu plus loin. Fait que je te dirais, c'est moins une contre-validation qu'une 2e étape pour aller un peu plus loin dans les réponses qu'on nous a données, pour être sûr que la personne a tout dit ce qu'elle avait à dire, qu'on a, mettons vraiment, tu l'as aimé notre savon, explique-nous pourquoi, là. D'aller un peu plus loin que la simple oui ou non, admettons. Sinon, ça va être de vérifier plusieurs sources, d'aller vers des personnes qui connaissent ça encore plus que moi, genre toi, je vais t'appeler, je vais te demander, Jean-François, peux-tu m'aider à vérifier telle affaire, parce que moi, j'ai une limite dans cette recherche-là que d'autres ont moins que moi, ont des meilleurs outils. Moi, les outils que tu utilises, notamment, je les utilise pas tous. Il y en a certains que je ne touche pas parce que dans mon travail, j'en ai pas besoin. Mais pour aller plus loin pour certains clients, ça peut être nécessaire. Fait que, de mon côté, je te dirais, c'est des pratiques. Être sûr que ce que je fais, est-ce que c'est assez critique? Est-ce que j'ai bien évalué ce que j'ai été chercher? Les sources que j'ai utilisées sont-elles bonnes? Fait que si j'utilise justement un sondage, je dépasse le simple nom qui est en bas, admettons, payé et encouragé par le regroupement Pro-Vie ou je sais pas quoi. Et là, tu te rends compte, oups, c'est un lobby qui a financé ça. Est-ce que le sondage que j'ai utilisé est le bon? Fait que j'essaie de m'assurer finalement que l'information que je vais partager est juste. Puis je pense que c'est valable pas juste pour les sondages, pour n'importe quelle information qu'on trouve, en ligne ou pas. Valider si la source des données que vous utilisez ou de l'information que vous utilisez est fiable. Oui, tout à fait. Donc, le moins biaisé possible. C'est en plein ça. Quand on parle de biais, oui, bon, il y a le biais de la firme, il y a le biais du lobby qui a peut-être financé, il y a le biais du financement, mais il y a le biais de l'autodéclaration. On a vu récemment un sondage au Québec sur l'état de la langue, puis on voit que, bon, oui, il y a une baisse du français utilisé au Québec comme étant première langue, une baisse marquée au Canada comme étant utilisée comme première et ou 2e langue. Par contre, c'est par autodéclaration. Puis quand on demande aux Québécois, est-ce que vous êtes bilingue, beaucoup de Québécois vont répondre oui quand c'est pas tout à fait vrai. Et l'inverse est aussi vrai. Quand on va demander à des Canadiens, êtes-vous bilingue, eux vont dire non, je parle pas français pantoute, mais pourtant ils sont capables d'être fonctionnels dans un français approximatif, qui est déjà beaucoup plus que plusieurs Québécois en anglais. T'sais. Fait que cette autodéclaration-là aussi est un biais important dans plusieurs sondages. Puis c'est important de bien l'identifier quand on arrive à présenter le rapport par après, parce que ça a un impact majeur sur la réalité des chiffres puis le portrait actuel. Oui, comme tu l'as dit, il y en a qui vont surestimer, mais il y en a aussi qui vont sous-estimer, qui vont sous-évaluer leur véritable compétence. On parle de langue, mais t'es-tu bilingue? Puis là, tu poses une question en anglais à la personne, wait, I don't know, can you talk? Puis, là, ils s'en mettent dans leurs mots.
Et l'inverse, c'est non, je parle pas anglais, puis tout d'un coup, il est capable d'avoir une Et conversation avec toi. C'est tout sur croche n'importe un quoi. peu, Oui, mais mais il se débrouille, puis ça fonctionne, puis on se exact. comprend. Fait que, ouais, ce biais-là est majeur, puis tu sais, c'est pas juste pour la langue, je pense. Non, Tu sais. non, 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 pas Es-tu du tout. capable d'utiliser tes outils? Oh, oui. Bon, ouais, ouais, ben c'est ça, c'est en plein ça. Peut-être pas. Tu sais. C'est en plein ça. Comment t'as aimé le livre? Je l'ai pas lu. Ah oui, il était bon. Ouais. C'est ça, cette autodéclaration-là aussi arrive avec une certaine problématique. D'où l'utilisation des réseaux sociaux qui peut Ouais. permettre de contrevalider un peu cette information-là, puis d'être capable d'identifier ce qui est plus près d'une certaine réalité. Mais encore là, dans un échantillonnage fermé. Oui, c'est vrai qu'il y a plus de 3-4 millions de Québécois qui sont branchés sur Facebook, mais c'est pas 4 millions de Québécois qui l'utilisent à tous les jours. Donc, encore une fois, l'échantillonnage que j'ai, ce sont des personnes qui utilisent cette plateforme-là, qui ont une habileté avec cette plateforme-là, qui ont une habileté à communiquer sur cette plateforme-là. Fait que oui, Ouais. il y a tout ce côté-là aussi là, qui devient quand même un biais social important à bien identifier quand on fait ce type de travail-là. Ah, parce qu'il y en a plusieurs qui ne voudront jamais se prononcer sur une plateforme comme Facebook. Non. La population qui utilise Facebook a changé dans les 10 dernières années. Fait que tu sais, t'as un paquet d'éléments à considérer qui font en sorte qu'à un moment donné, tu te poses la question, c'est-tu vraiment la bonne Non. représentation? D'où l'importance, justement, tu sais, d'utiliser plusieurs sources, je pense. Pas de s'arrêter à, ben, j'ai demandé à mon groupe Facebook expert dans le domaine, puis ils m'ont tous dit que oui, c'est de même, ça marche. Peut-être que t'as pas demandé à la bonne personne, Non, ou au peut-être. bon groupe de Non. personnes. Je voulais vérifier quelque chose avec toi. Bon, Oui. on sait qu'on peut faire du quantitatif, du qualitatif. Euh, Comme expert SEO, comment est-ce que tu gères la manière de rechercher l'information pour aller chercher du qualitatif sur un marché ou une part de marché Uh-huh. précise? Je suis content que tu poses la question parce que je trouve que c'est un enjeu de pire en pire. Tu sais, le principe de la longue traîne, souvent, je trouve tellement le fun pour illustrer ça. On va vouloir, tout le monde va vouloir percer sur un mot-clé général en se disant, hey, c'est ça qui va fonctionner, c'est ça qui est important. Et on se rend compte que non, les gens que tu veux réellement atteindre, les gens avec qui tu veux parler, ils ont une question, ils ont un problème, Mhm. ils ont un enjeu très précis qui va t'amener un trafic de qualité ou une personne qui a réellement besoin de toi. Fait que le qualitatif est pas toujours même. J'ai quasiment envie de me lancer, de me mouiller puis de te dire, est pas souvent lié au quantitatif. Oui, c'est important d'avoir quelque chose, mettons, très recherché, quelque chose de très large, quelque chose qui va amener beaucoup de visibilité, tiens. Mhm. Mais je suis de l'école de ceux qui aiment mieux avoir une grande pertinence pour peu de personnes qu'une très petite pertinence pour un grand groupe. Euh, Fait que cette recherche-là, je te dirais, va se faire. Il y a du calcul qui se fait évidemment, il y a des chiffres qui vont avec. Tu sais, Mhm. c'est pas toutes les questions qui sont pertinentes. Non. C'est pas toutes les questions qui sont de qualité non plus. Des fois, c'est des gens qui vont se poser une question qui n'a aucun rapport, mais ça donne que ça concerne ton sujet. Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu la veux? Peut-être pas. Puis l'inverse, c'est est-ce que tu as vraiment besoin de compétitionner avec des Wikipédia de ce monde, Ouais. des sites d'encyclopédiques ou des questions très, très générales? Peut-être pas. Puis peut-être que ça sera pas là la qualité de l'information même que Mhm. tu vas être en mesure d'offrir. Fait que, puis là, je viens de dire de quoi, tu as deux aspects à ça. Pour le chercheur, c'est important, mais pour la personne qui a quelque chose à produire aussi, es-tu en mesure de répondre d'une manière assez bonne, d'offrir une qualité suffisante pour que ça Mhm. vaille la peine? Peut-être que non, puis c'est correct. Ouais. Peut-être que tu n'as pas besoin d'aller là. Fait que je déborde un peu là, de ta Non, question, ouais. mais tu sais, tout ça pour dire, cette recherche-là, je pense qu'elle est de plus en plus importante, surtout considérant que c'est impossible de satisfaire tout le monde. C'est impossible d'être pertinent pour tout le monde. Ouais. C'est impossible d'avoir de la qualité pour tout le monde. La qualité elle-même va peut-être pas avoir la même définition selon à qui tu parles ou comment tu le présentes. Là. Fait que, C'est ça. ouais.
D'où Tu réponds à la question? Ouais, oui, tout à fait. Puis, tu sais, d'où l'importance de la segmentation de marché, puis d'où l'importance de faire une étude de marché ou un sondage avant pour être capable de savoir c'est quoi ces marchés-là, qu'est-ce qu'ils cherchent. Parce que c'est pas vrai que j'ai un client type ils vont tous chercher de la même manière. C'est beaucoup plus diversifié maintenant. Quand je fais des stratégies de base, des stratégies d'entrée de gamme, j'ai au minimum 3 cibles qui sont identifiées avec des personnes directes et des personnes indirectes. Donc, ça me donne quand même 6 cibles totales. Puis ça, c'est de base quand je vais monter avec des stratégies qui sont un peu plus évolutives, évoluées, puis un peu plus grosses. Je peux avoir une segmentation de marché là, à aller jusqu'à 10-15 niveaux. Mm-hmm. Non, puis par rapport au SEO, par rapport au web, je pense que ça va de soi, d'aller dans cette direction-là. Tantôt, on parlait d'intention de recherche, là, matin, Jean-François. La segmentation dont tu parles, je la fais peut-être même des fois sans m'en rendre compte, parce que je la fais au travers de ce que les gens recherchent vraiment. Puis éventuellement, ça va donner le portrait réel de la situation. À quelque part, là, je pense que ça vient avec beaucoup de recherche, beaucoup de confrontation de nos certitudes. Oui. Parce que tu parlais des réseaux sociaux pour valider certaines affaires. Ben, je peux aller valider certaines choses aussi par rapport à certains types, évidemment pas à tout, mais en faisant une recherche de différents articles qui vont parler de la situation, différents experts qui en parlent. Pas seulement des sondages, mais peut-être des études qui ont fait, des recherches qui ont fait, des articles qui ont été publiés sur la question. Et c'est pas, ça ne va pas dire tout non plus, parce qu'un sujet populaire ou un sujet dont plusieurs experts parlent n'est pas nécessairement pertinent non plus. Mais ça va nous donner un ensemble d'informations qui, au final, va nous aider à comprendre, encore une fois, qu'est-ce qui n'est pas nécessairement la réalité, mais le plus proche de la réalité. Oui, tout à fait. Fait que la réalité de ton client, c'est quoi? Ben, c'est pas nécessairement, je sais pas, Coaching Québec. Peut-être que tu as besoin de plus que ça. C'est peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on pense au départ. Michel, ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on parle de sondage, qu'on parle de différents alignements de ces sondages-là. On voit quand même que le sondage au point de vue marketing, pas au point de vue de communication, pas au point de vue de la gestion d'entreprise, mais est encore toujours très pertinent, malgré les échecs des différents sondages politiques des dernières années. Mais on comprend un peu mieux aussi pourquoi ça, c'est là. Semaine prochaine... Prendre pas 5 minutes, peut-être 2 minutes, Jean-François, parce que tu viens de dire de quoi, puis j'ai envie de te poser la question directement. Pour toi, c'est-tu un échec, les sondages américains qu'il y a eu en 2016? C'est un échec dans l'éducation de ce qu'est un sondage. Trop souvent, les sondages ont été mis de l'avant comme étant une certitude absolue, plutôt qu'un outil pour être capable de faire des prévisions. Puis, le sondage, on est dans une notion vraiment d'indicateur de performance, parce que le sondage mesure une chose, mais la performance finale, c'est un autre indicateur qui nous permet de le sélectionner. Fait que trop de gens font un lien simplifié pour identifier que ce qui sort du sondage, c'est ce qui va arriver dans le monde réel, mais c'est même pas les deux mêmes indicateurs, c'est juste important de comprendre ça. L'échec est plus au niveau de l'éducation puis de la compréhension de ce qu'est un sondage, plutôt que de la manipulation de l'information, des données puis des manquements qui ont été mesurés. Pour l'illustrer, j'ai envie de parler de la météo. Comment beaucoup vont prendre ça comme du cash. Ils m'ont dit qu'il allait avoir du soleil, puis j'ai des nuages en haut de ma maison. C'est pas quelque chose qu'on peut interpréter ou appliquer de manière aussi facile ou de manière aussi directe. Et comme tu dis, je trouve beaucoup de médias qui peut-être vont devoir ajuster avec le temps, mais c'est moins vendeur. Mais mieux exprimer comment un sondage peut être interprété, et non pas comme une réalité, mais plutôt justement, encore une fois, c'est pas la réalité, c'est ce qu'on a, le portrait qu'on a en ce moment, qui se rapproche peut-être le plus de la réalité. Il y a beaucoup de variables qu'on maîtrise pas ou qu'on n'a pas dans un sondage, puis c'est normal. Fait que la réalité, ça a été quoi? Il y a beaucoup de personnes, d'électeurs qui ont décidé de voter, qui n'ont pas répondu à ces sondages-là et qui étaient beaucoup plus nombreux qu'on s'y attendait. Et certains même ont probablement pris pour acquis ça va être correct, alors que ça n'a pas été le cas.
Ouais. Il y a un autre côté à ça, j'espère qu'on va le voir avec les prochaines élections, mais j'espère que ça va rallumer des gens sur l'importance justement de se faire entendre et pas de se dire ça va être correct. Ah, on est plus qu'eux autres. Non. Non. Allez voter, gang. Allez voter. Je finirai avec les derniers sondages montrent qu'on risque d'avoir encore moins de personnes qui vont sortir voter à cette élection-ci qu'aux élections Ouais. précédentes. Fait qu'on va pouvoir peut-être voir. On pourrait en parler de l'écœurite par rapport au vote parce que je fais partie de ceux qui sont tannés de comment ça se passe. Malheureusement, je fais aussi partie de ceux qui disent si on participe pas au système, on pourra jamais le changer. Comme ça. Fait que, je me bats intérieurement, je me bats avec moi-même pour. J'aimerais ça ne pas participer à un système dans Ouais. lequel je ne crois plus, mais en même temps, j'ai pas le choix d'y participer pour amener le changement. Mm. On pourrait parler de représentation, on pourrait parler de plein des affaires. Là. On pourrait parler de la pertinence de certaines institutions aussi gouvernementales qui peut-être n'ont plus leur place. Là. Le serment à la reine, on a-tu encore besoin? Bref, je te ferai pas ça dans ton podcast. C'est bon, J'arrête j'apprécie. là. J'apprécie. Semaine prochaine, 2 septembre, on est en direct sur la chaîne Twitch. On va être en mesure par la suite de nous suivre. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur YouTube, à nous suivre sur toutes les différentes plateformes audio aussi. C'est un retour pour une 6e saison pour nous. On va être capable de vous fournir encore plusieurs beaux épisodes qui vont être aussi challengeants que d'autres, puis aussi intéressants parce qu'on va suivre un peu les élections, on va suivre la communication, on va suivre le marketing qu'il y a alentour de ça. Semaine prochaine, 2 septembre, l'impact d'un slogan sur votre entreprise, tu me vois venir, on va lancer les élections le 28 août, donc le dimanche 28 août. On va commencer à voir les slogans apparaître, on va commencer à voir les pancartes apparaître avec le slogan des différents partis qui vont être là. On pourra faire le tour des slogans, de donner notre opinion de, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est un peu moins. Vraiment, le slogan, on parle pas du visuel, on parle vraiment du slogan de la campagne. Puis on discutera ensemble de l'impact d'un slogan sur votre entreprise. Est-ce qu'un bon ou un mauvais slogan peut pousser, propulser une entreprise ou le contraire, couper l'herbe en dessous du pied complètement. On va sortir une série de bons et de moins bons coups de slogan. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller regarder de ce côté-là. J'ai de quoi à dire sur le slogan du PQ. Je vais me retenir à la semaine prochaine. C'est bon, on pourra regarder ça ensemble. Donc, la semaine prochaine, encore une fois, en direct sur Twitch de 15h. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous. C'est toujours un plaisir aussi de vous voir en rediffusion sur YouTube. Puis, je vous invite encore une fois à nous suivre sur les différentes plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast. La plupart des bons outils qui sont où vous écoutez votre podcast sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller nous faire un coucou. Puis, si vous avez des questions sur la communication ou le marketing politique actuel ou sur quelque chose qui a trait avec votre entreprise, envoyez-nous ça. Envoyez-nous ça par courriel. Ça va nous faire plaisir là, de justement en discuter. Puis, qui sait, peut-être que vous serez même avec nous sur le Discord ou en visuel pour qu'on soit capable de discuter de votre cas particulier. Michel, si on veut te rejoindre. Ma chaîne Twitch. La chaîne Twitch, le sketch, le underscore sketch. Donc, vous allez être capable d'aller suivre Michel. Michel qui est devenu justement partenaire. Affilié, pas partenaire. J'ai pas encore la stature d'un partenaire. Michel qui est devenu affilié d'ailleurs, donc je vous invite à le suivre. On est capable justement, tu discutes d'un paquet d'affaires avec tes mots croisés, même le matin de ce temps-là. Ouais, on se réveille en faisant des mots croisés depuis un bout. Là. Ça fait du bien, c'est le fun. Et puis, toujours aussi avec Extra Life. Donc, pour la campagne Extra Life, qu'on vous rappelle, qui va se terminer en un marathon plus ou moins 24 heures, dispatché un peu pour Top Point cette année, qui va se terminer ça au mois de novembre, le 5 novembre prochain. Ouais. Donc, la campagne se termine en la fin de l'année, mais ça culmine l'événement, c'est le ça. 5 novembre, c'est ça. La pointe est là. C'est ça. C'est vraiment là que ça se passe. Michel, toujours un plaisir de t'avoir sur le podcast, toujours un plaisir de discuter avec toi. Je te souhaite de bonnes vacances. Ben oui, je vais essayer. Là. Hey! Mais, je vais être sur ma chaîne. C'est pas pour rien que je t'ai dit Twitch, là, c'est parce que je vais être sur ma chaîne Twitch pareil. Plus souvent, c'est en plein ça. C'est ça. Je vais profiter de mes vacances pour être là un peu plus longtemps, peut-être. Tiens.
Peut-être pas plus souvent, mais plus Plus longtemps. longtemps. Pas C'est arrêter bon. après 1 heure. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à jaser. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Fait qu'on va pouvoir. Je vous invite à aller le voir sur sa chaîne. Toujours un plaisir de discuter avec toi, Michel. Et Pareillement. puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre Ouais, podcast de Gogoulet la Balado. Merci beaucoup. merci.